Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, on reviendra évidemment sur les mouvements sauvages sur les marchés depuis quelques heures et quelques jours maintenant. Des mouvements de volatilité extrême qu'on observe sur les marchés obligataires, mais également sur les marchés actions. On a vu des renversements de tendance spectaculaires hier sur le marché américain et des marchés européens, là aussi, qui ont connu 2 jours de rallye assez intensifs, avec un CAC 40 qui a même renoué avec les 6000 points au cours de cette séance. On était à 5700 points pour le CAC 40 il y a encore 48 heures, avec, je le disais, des mouvements très importants encore sur les marchés obligataires, alors que le Royaume-Uni et le gouvernement de Liz Truss est en train d'entamer son virage à 180 degrés. Liz Truss qui a donc remercié le chancelier de l'échiquier Kwasi Kwarteng, qui est remplacé par Jeremy Hunt, un habitué, on va dire, des cabinets ministériels britanniques. Il fut notamment secrétaire aux affaires étrangères et reprend donc la mission budgétaire de Kwasi Kwarteng. Et puis Liz Truss également, qui s'est exprimé rapidement devant la presse en quelques minutes pour effectivement confirmer un début de virage budgétaire avec le maintien au final de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni, qui était prévu par le gouvernement précédent de Boris Johnson, que Liz Truss a voulu annuler et qu'elle va finalement maintenir. Le taux d'imposition passera donc pour les entreprises britanniques de 19 à 25% l'an prochain, ce qui permet quand même de sécuriser environ 18 milliards de pounds de recettes fiscales dans le projet budgétaire pour 2023. L'ensemble du budget et de la stratégie budgétaire sera présenté le 31 octobre au Royaume-Uni. Voilà pour la situation du jour sur les marchés. Nous discuterons de tout cela évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, place au trophée de l'innovation, cérémonie qui se tiendra le 20 octobre prochain à Paris. Bismart est partenaire de cet événement qui est lancé par la Banque Postale Asset Management et une de ses filiales de gestion d'actifs, Tocqueville Finance. Vous pourrez voir ou revoir la présidente du directoire de la Banque Postale Asset Management et le directeur des investissements de Tocqueville Finance qui était avec nous à la mi-journée pour évoquer ces trophées de l'innovation. Le but est de mettre en lumière le secteur de la FinTech française. Quel est l'intérêt stratégique du secteur de la FinTech, notamment pour des sociétés de gestion d'actifs? Nous en parlerons donc à 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais d'abord, un point sur les derniers mouvements de marché en cette fin de semaine avec vous, Alix Nguyen. Des mouvements sauvages, je le disais effectivement, depuis quelques heures, notamment sur les marchés actions, avec un CAC 40 qui devrait clôturer effectivement cette journée et cette semaine en hausse finalement. Oui, Wall Street, de son côté, amorce la séance sans tendance claire. L'ampleur des mouvements à venir sur les marchés préoccupe toujours, alors qu'après les chiffres de l'inflation américaine hier, le S&P 500 évoluait dans une marge inédite depuis mars 2020, avant de clôturer sur un gain de 2,6%. Pour l'heure, Wall Street digère les premiers résultats trimestriels des grandes banques américaines, des résultats mitigés. Morgan Stanley recule après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, notamment dans la division banque d'investissement. Citigroup, dont le bénéfice trimestriel a diminué de 25%, apparaît stable. JP Morgan Chase, qui au contraire a dépassé les attentes, progresse, et idem pour Wells Fargo. Et puis dans le monde de la gestion d'actifs, BlackRock, l'américain, reste évidemment le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, mais avec seulement 8 000 milliards de dollars désormais. C'est leur plus bas niveau depuis 2020. Sur le 3e trimestre, les actifs sous gestion ont plongé de 16% par rapport
rapport à l'an dernier. Une chute simultanée à celle des marchés boursiers et obligataires. Au troisième trimestre, la collecte nette totale a ralenti à 17 milliards de dollars contre 176 milliards au premier semestre. Les investisseurs ont notamment retiré près de 40 milliards de dollars d'actifs des fonds monétaires de BlackRock et 29 milliards des fonds actions. Les fonds obligataires ont quant à eux collecté plus de 90 milliards. Et puis du côté des statistiques économiques, le chiffre du jour était celui des ventes au détail aux États-Unis pour le mois de septembre qui ressortent stables d'un mois sur l'autre. Oui, contre une hausse attendue de 0,2%. Hors automobile, elles ont rebondi de 0,1%. Toujours aux États-Unis, le moral des ménages s'améliore. L'indice de confiance du consommateur mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en première estimation à 59,8 en octobre. On termine avec l'agenda. La semaine prochaine sera chargée en publication au sein du CAC 40. Lundi, il y aura en revanche une statistique américaine seulement et les résultats de Bank of America. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché, des mouvements sauvages, comme je le disais en introduction depuis quelques heures et quelques jours maintenant. Benoît Vesco est avec nous, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alain Dubrul de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco et Alexandre Taïeb est avec nous également en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management. Commençons avec la situation britannique, qui est une séquence qu'on suit jour après jour, voire heure après heure, si on veut rester au courant de ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui. Alexandre, tout est bien qui finit bien. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça à ce stade, mais est-ce que le début de virage budgétaire annoncé par Liz Truss, le renvoi du chancelier de l'échiquier, le jour d'ailleurs où la Banque d'Angleterre va arrêter son programme d'achat d'urgence d'obligations britanniques, est-ce que ça permet quand même d'imaginer que le Royaume-Uni puisse repartir sur une base un peu plus constructive, notamment dans sa discussion avec les marchés, les investisseurs? On l'espère, mais il reste quand même beaucoup de points d'interrogation. Donc sur le tout est bien qui finit bien, on va dire que tout n'est pas fini. On va se donner rendez-vous fin octobre pour le nouveau plan budgétaire. Il ne faudra pas se tromper, parce que là c'est le poste de Liz Truss qui est en jeu. Elle est déjà dans un marasme pas possible, avec une crédibilité qui est à zéro au bout de 35-36 jours à la tête du UK. Le premier pas a été franchi, c'est-à-dire que le U-turn complet sur les impôts sur les sociétés a été fait. Donc on fait le choix finalement d'être plus raisonnable et surtout, alors peut-être celui qui a gagné c'est le marché finalement là-dedans. Parce que le marché a envoyé un message en disant attention à n'importe quel pays, vous ne pouvez pas envoyer un plan de relance sans savoir exactement comment il est financé. Et ça, c'est probablement la conclusion la plus positive que je peux avoir, c'est-à-dire que ça donne un exemple très fort pour beaucoup de pays. Et on le voit alors. Il y a évidemment des déséquilibres entre les banques centrales et les États. Les banques centrales qui sont là pour réduire l'inflation, les États qui sont en train de pousser pour essayer de maintenir la croissance, sauf qu'on ne peut pas avoir de la croissance sans inflation aujourd'hui. Donc on a ce déséquilibre-là. Maintenant, tant que les plans de relance sont correctement budgétés, il n'y a pas de problème. Et en fait, le point d'interrogation que j'avais, en tout cas personnellement, depuis quelque temps, c'est ce qu'allait faire Meloni en Italie suite à son élection. Alors, elle a déjà du mal à former un gouvernement, mais elle devrait réussir à le faire. Après, c'était le plan qu'elle allait présenter. Et je pense qu'elle-même a retenu la leçon. Ouais. Donc ça, c'est quand même un gros positif. On a vu, on n'a pas encore la nomination du gouvernement italien, mais on a tous entendu ou lu qu'elle cherchait évidemment un ministre des Finances le plus crédible possible, quitte à peut-être essayer de garder Daniele Franco, qui est aujourd'hui le ministre des Finances du gouvernement ex-Draghi, un ancien de la Banque d'Italie, voire peut-être Fabio Panetta, qui est lui-même aujourd'hui membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est le signe, effectivement, qu'elle a
elle a un souci sur sa crédibilité. En tout cas, elle ne veut pas jouer avec la crédibilité budgétaire de l'Italie, comme peut-être ça a été le cas au Royaume-Uni. Oui, elle-même seule a peut-être un petit manque de crédibilité, donc elle essaye de forger l'équipe la plus forte. Après, je pense qu'elle va présenter un plan de relance ou de soutenabilité beaucoup plus mesuré, d'une part, et d'autre part, il faut quand même voir que la situation, notamment en termes d'excédent en Italie par rapport au UK, est quand même bien meilleure. Bien sûr. Et en fait, son but, je pense à Meloni aujourd'hui, c'est d'avoir une coalition de droite forte, pas d'extrême droite, de droite libérale, et de la faire réussir. Les seules coalitions de droite qu'on a eues en Italie, c'est Berlusconi 1, 2, 3. Ouais. Donc elle va essayer de changer ça et de redorer un peu le blason de cette coalition de droite. Donc on peut espérer quelque chose de du moins plus crédible que ce qui a été fait au UK, mais de crédible même en absolu. Ouais, très intéressant, effectivement. Comment vous avez vécu cette séquence britannique jusqu'à présent, Benoît? Est-ce que l'histoire se clarifie aujourd'hui, ou est-ce qu'on est encore loin d'avoir vu toutes les conséquences et tiré tous les enseignements de ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui? Oui, on a encore sûrement quelques épisodes de volatilité. C'est clair que il nous manque encore des éléments. Le programme n'est pas encore là, aux côtés du gouvernement anglais. Et puis, avec le sentiment qu'il faudra qu'il soit encore plus crédible que ce qu'il n'aurait dû être normalement pour pouvoir donner des gages de rigueur au marché qui va être sûrement plus exigeant. Et puis, il ne faut pas oublier que la Banque centrale d'Angleterre, même si elle a mis en place un programme d'achat un peu en urgence, elle va l'arrêter. Donc, comment vont réagir les marchés? Sûrement en essayant de mettre un peu de pression et en essayant de tester un peu pour montrer qu'ils sont présents. Mais là, je rejoins tout à fait les commentaires précédents. C'est-à-dire qu'il y a quand même un message adressé au gouvernement qui est assez fort et qui permet de dire, voilà, il n'y aura plus de quantitative easing du côté des banques centrales. Donc ce soutien à tout prix des banques centrales, il n'est plus là. Donc on ne peut plus accepter de dérapage et de finances sans rigueur qui ne sont plus tenables. Ça marche effectivement pour l'Italie, ça marche aussi pour la France à mon avis, parce que si le gouvernement français veut à tout prix faire des réformes de retraite, c'est pour pouvoir dire aussi au marché, il est possible de réformer en France, même si c'est à minima ou de manière un peu rapide. Oui, mais même si c'est symbolique ou un signal politique avant tout, c'est le genre de message que le marché cherche à entendre aujourd'hui. Clairement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un autre paradigme et on revient dans quelque chose, mais qui est plus sain, qui est plus normal. On a vécu 10-15 ans d'une période totalement atypique, de taux négatifs, de banques centrales qui achetaient des obligations de tout type, aussi bien d'État que d'émetteurs privés. Tout ça est derrière nous et on revient à un rythme un peu plus normal où une banque centrale n'est pas censée acheter des obligations et où les taux peuvent monter si on n'est pas certain de la rigueur budgétaire. La Banque d'Angleterre s'en sort bien finalement dans cette affaire, parce qu'elle a pu y laisser des plumes aussi en matière de crédibilité, mais voir que c'est plutôt Liz Truss qui craque plutôt qu'elle, on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Est-ce qu'elle aura encore besoin d'intervenir sur le marché britannique? La question des fonds de pension n'est peut-être pas totalement clôturée à ce stade, mais au final, elle va pouvoir, notamment le 3 novembre prochain, reprendre son combat contre l'inflation? Alors, la Banque centrale d'Angleterre, je pense qu'elle n'a pas été mise à mal dans sa crédibilité. Après, elle met des rustines à très court terme, qui ne sont pas des solutions de long terme. Donc, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, ce qui est déjà une première chose. C'est vrai que l'explication qu'elle nous a donnée pour justifier ses achats de soutien aux fonds de pension qui sont en difficulté est assez étonnante. À regarder dans les prochaines semaines ce que ça peut cacher derrière. C'est toujours un peu bizarre de se dire tiens, ça veut dire qu'il y a un acteur important aux États-Unis, au Royaume-Uni, à voir s'il existe ailleurs, qui est en difficulté. Pourquoi exactement il est en difficulté? On n'a pas forcément tous les éléments parce que par principe un fonds de pension il vous déclare pas toutes ses positions au jour le jour. Donc ça c'est quand même à surveiller parce que l'explication est un peu étonnante quand même. Mais le marché ne croit pas que la Banque d'Angleterre a craqué au point de ne pas monter les taux le 3 novembre prochain ou de poursuivre un QI qui n'est pas un QI mais qui peut le devenir si jamais ça continue, etc. Ça c'est intéressant parce que c'est toujours le principe des banques centrales, c'est-à-dire qu'elles ont bien une politique monétaire de hausse des taux directeurs et là maintenant c'est largement partagé, mais il y a toujours cette capacité, ça c'est plutôt un bon point, de réagir à court terme si nécessaire pour faire face à un risque de liquidité ultime. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour les marchés. Bon, ça ne les rassure pas sur le long terme,
ça ne m'empêche pas la volatilité, mais quand même, ça évite probablement peut-être des sujets très brutaux. Alain, enseignement de cette affaire britannique. Et puis, évoquons quand même la question de la liquidité. Alors, au Royaume-Uni, effectivement, ça a été spectaculaire. Le crash a été spectaculaire. Mais cette question de la liquidité, notamment sur les marchés de taux obligataires, elle préoccupe beaucoup d'autres banques centrales, visiblement, dans le monde. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais peut-être juste en complément, on prend un peu de distance. Ce que reflète la crise britannique, si on peut dire, c'est le fait qu'on sort de plus de 10 ans en fait, de consensus entre banque centrale et gouvernement qui étaient prêts à acheter la paix sociale et à ouvrir le robinet pour que les taux soient faibles et qu'on ait globalement des politiques expansionnistes. Il est vrai que ça se traduisait à peu près sans inflation, donc après tout, personne ne s'en plaignait. Mais maintenant que, il y a eu le Covid aussi, mais maintenant que l'inflation est dans la boucle, accentuée par l'Ukraine, etc., mais l'inflation est quand même bien là, on revient en effet vers des politiques des banques centrales plus orthodoxes, on va dire, enfin, et remontée des taux. Et donc forcément, un conflit plus prégnant entre des États qui ne sont pas contents que les taux montent, et en plus où la contrainte budgétaire par la dette redevient plus présente. Donc si effectivement, ce qu'on a vu en Angleterre, on commence à douter si les plans de relance ou si on craint que le déficit ne s'emballe, avec des taux à 3, 4, 5%, l'impact n'est pas du tout le même que quand les taux étaient à zéro, ou de toute façon, quand le déficit progressait, le service de la dette ne coûtait quasiment rien. Donc il y a un retour de la contrainte budgétaire, si on peut dire, qui forcément entraîne un antagonisme entre les banques centrales et les États, et qui incite forcément à un retour à une plus grande orthodoxie, ce qui n'a pas été le cas depuis 10 ans. Donc c'est un accouchement qui se fait un petit peu dans la douleur, c'est normal. Et pour revenir sur la question de la liquidité sur les marchés obligataires, il faut bien rappeler que c'est depuis 2008 en fait que la crise bancaire de cette période-là a fortement réduit la liquidité sur les marchés obligataires. Ceux qui se souviennent de cette époque avaient vu que les marchés obligataires s'étaient effondrés en grande partie par réduction de liquidité, parce que les banques étaient sous pression et n'étaient plus à même d'avoir les books le market making. Oui, bien sûr. Elle faisait plus tampon de ce point de vue. Ça entraînait des excès. Et depuis, en fait, les règles mises en place par les banques centrales font que, effectivement, les banques sont beaucoup moins présentes dans la fourniture de liquidité sur le marché obligataire, si bien que on a plus de volatilité. Et dès que les marchés sont un peu tendus, comme en ce moment, ça se voit. Alors, dans le cas anglais, on n'a pas toute la photo, mais il semblerait que ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de fonds de pension aient des engagements. C'était plus ou moins couvert contre une hausse des taux, mais que globalement, la hausse des taux provoque des appels de marge, qui fait que, parce qu'ils ont des bilans qui sont gérés sur de très longues périodes, et il y a visiblement une évolution de taux qui a dépassé les attentes, ce qui fait qu'ils sont obligés ils ont besoin de liquidité pour absorber les fameux appels de marge, et que dans ces cas-là, on vend en général les obligations souveraines qui sont, en théorie, ce qu'il y a de plus liquide. Mais là, il y en avait visiblement tellement, ou peut-être qu'il y a un ou deux acteurs qui étaient très mal positionnés, et c'est pour cette raison que la Banque centrale s'est mise en face. C'est vrai que les nouvelles politiques vont dans le bon sens aujourd'hui, mais en même temps, la Banque centrale a dit qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour du guichet, et le fait qu'elle soit plus là la semaine prochaine rend quand même... Je comprends. Voir ce que va donner le marché derrière, ça reste pas évident que le U-turn politique soit suffisant sur le plan technique pour ramener un calme, une stabilité sur le marché du gilt. Des États qui en font qu'à leur tête malgré les banques centrales, il y en a un, c'est la Turquie, qui baisse ses taux alors que tout va très mal. Bon, ça se traduit par une hyperinflation, c'est le drame. Je ne pense pas qu'on n'espère pas ça en Europe. Il faut quand même noter qu'au Royaume-Uni, on a bien eu l'exemple du Brexit, ils sont tout seuls. Et les marchés les mettent sous pression. En Europe, on peut dire que d'une certaine façon, on a quand même encore une possible complaisance liée au fait qu'on soit tous unis, qu'on a l'Allemagne qui nous soutient malgré tout. Mais en effet, comme ça a été dit, l'Italie a quand même compris le message et ne peut pas tout se permettre. Et même la France, qui, quand on regarde les trajectoires budgétaires, est quand même la pire d'Europe maintenant. On vise moins 5% des budgétaires pour les 3 prochaines années. On est de loin les plus mauvais élèves. Il y a un moment, il va falloir qu'on améliore ça. C'est pas tenable. Donc attention, à court terme, on est bien protégé. Oui, j'entends. Le marché peut faire crédit à court terme, mais il faudra quand même être rigoureux et sérieux sur la soutenabilité, comme on dit. Voilà, mais dans un premier temps, le matelas européen nous protège. Et dans le cadre de l'Italie, il faut voir que... là, effectivement, la Banque d'Angleterre a gagné, si on peut dire, enfin c'est sur tous les marchés, mais dans le cadre des mécanismes européens, l'Italie est bien consciente qu'il y a comme un très gros plan de relance européen,
dont bénéficie l'Italie fortement, qu'il y a aussi des mécanismes pour soutenir les banques. Bien sûr. La BCE a dit qu'elle serait prête à acheter la dette italienne. Elle l'a fait d'ailleurs il y a 2 mois. Un peu comme la Banque d'Angleterre l'a fait. À travers ses réinvestissements. Elle a une flexibilité qu'elle s'autorise, et effectivement. Disons qu'il y a 2 mois, la Banque Centrale Européenne a mis un stop à l'emballement de la dette italienne. Donc il y a tous ces mécanismes qui sont présents, mais en même temps, c'est aussi un moyen de pression dont sont bien conscients les gouvernements pour rester raisonnables. Sur la situation du marché britannique, oui, on peut imaginer que la situation soit stabilisée. Enfin, toujours compliqué d'imaginer les effets de réaction en chaîne que ça peut créer. Enfin, il y a 2-3 jours, visiblement, le marché continuait de dysfonctionner. Oui. Andrew Bailey a réaffirmé que la deadline, c'était ce soir, là, ce vendredi 14 octobre. Comme il disait, est-ce que les fonds de pension ont eu le temps de get this done, comme le demandait le gouverneur Bailey il y a 3 jours? Je ne suis pas sûr qu'ils aient vendu tout ce qu'ils pouvaient vendre, comme ça a été annoncé. Surtout, ce que j'attends de voir, c'est effectivement, une fois qu'on a la fin de l'intervention de la BOE, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le marché va tester? Très bon exemple, je reprends l'exemple sur la dette italienne par rapport à la BCE. Certes, elle a calmé l'emballement. Ça s'est arrêté, l'emballement reprend, on est revenu sur les plus hauts, sur les taux italiens à 10 ans. Donc, on a l'impression que dès qu'une banque centrale dit « Ok, je suis là, mais… » Alors déjà, de dire « ça dure 3 jours », je trouvais que c'était une erreur quand même assez forte. Mais bon, peu importe. De dire « je suis là » et ensuite « je suis plus là », forcément, dès que la banque centrale se retire, le marché teste un peu. Et on le voit même dès aujourd'hui, hein, il y a des mouvements quand même assez erratiques du fait que ce soit le dernier jour. Il risque d'y avoir à nouveau une baisse du sterling lundi, une hausse sur les taux. Et là, on va essayer de voir si on n'a pas une nouvelle méthode d'intervention de la BOE, c'est-à-dire de rentrer non pas dans un nouveau QE, mais de rentrer dans une espèce de yield curve control, où on dit, ou de risque systémique contrôle, si vous voulez, où dès que ça ne va pas, hop, j'interviens. Le chemin, c'est le resserrement. Mais par contre, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, j'interviens. Des interventions un peu commando, quoi. Exactement. Il y avait quand même d'autres moyens de le faire que d'acheter du gilt pour remettre de la liquidité dans le marché. Ça se fait assez vite, la Fed l'a déjà fait par le passé. Donc voilà, à voir ce qu'elle va faire, mais j'ai en tout cas le sentiment pour l'instant que le chemin c'est le resserrement, mais après dès qu'il se passe quelque chose, la BO pour l'instant navigue un peu à vue. Mais ça veut dire que le marché va vouloir tester effectivement tous les outils de gestion de crise des banques centrales. Ça veut dire que, par exemple, l'outil anti-fragmentation de la Banque Centrale Européenne, le TPI qui a été dévoilé en juillet, tout le monde disait c'est le genre d'outil que personne n'a envie d'utiliser. Et d'ailleurs, c'est peut-être même l'annonce de cet outil qui permet de dire qu'on ne l'utilisera pas, puisque cet outil existe, l'OMT n'a jamais été utilisé, etc., etc. Là, peut-être que le monde a changé de ce point de vue-là, et que peut-être ces outils-là, il faudra quand même les utiliser à un moment. Alors, sur la zone euro, c'est un petit peu différent, parce que le test, disons, a pas mal duré. Pour l'instant, la BCE ne bouge pas. Ça reste sur des niveaux élevés pour tout ce qui est taux à 10 ans. On reste sur les plus hauts depuis plus de 10 ans maintenant. Je dis que la zone euro est dans une situation différente parce qu'il ne faut pas oublier, alors le UK c'est un peu aussi comme ça, mais il y a une crise énergétique qui arrive, extrêmement forte. Donc en fait, la BCE finalement n'aura pas tellement à faire le choix de est-ce que j'interviens ou pas, est-ce que je privilégie récession ou inflation. La récession va arriver avant qu'elle ait ce choix à faire. D'accord. La BOE, aujourd'hui, est face à ce dilemme récession-inflation. Beaucoup plus que la BCE. Donc pour répondre à votre question plus directement, la stabilité, je ne l'attends pas à court terme sur le marché britannique. Je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Et on est dans une situation un peu mieux protégée aujourd'hui de ce point de vue-là en Europe. Non ? Oui, si. Ouais. Si, en termes de liquidité, aujourd'hui, on est un petit peu plus protégé. En termes de stabilité du marché aussi, mais encore une fois, la situation économique risque d'être plus compliquée. Ouais. Bon, du côté de la Fed, là aussi, ça a été quand même le chiffre de la semaine. Une inflation qui reste chaude, trop chaude encore, malgré déjà 300 points de base de resserrement monétaire. Ça va continuer. L'inflation est même au plus haut si on prend le core CPI sur un an à 6,6%.
C'est au plus haut du cycle. Effectivement, puis je pense que c'est plus embêtant pour la Fed d'avoir un core CPI qui continue à monter qu'un CPI global sur lequel on pourrait dire ces éléments exceptionnels. Là, ça montre que l'inflation se diffuse dans l'ensemble de l'économie. Et puis l'autre indicateur que regarde la Fed, puisque c'est ce qu'elle nous a donné comme élément, c'est le taux de chômage. On l'a eu la semaine d'avant. En fait, il ne bouge pas, ou plutôt même il baisse, ce qui est juste totalement contraire à ce que veut obtenir la Fed. Donc il n'y a aucun signe qui amènerait à une inflexion de la politique de la Fed. On a même des rumeurs dans le marché d'un 100 points de base à la prochaine réunion. Alors bon, maintenant tout est possible, mais on voit bien que de toute façon, le message de la Fed a été très clair, c'est-à-dire que tant que le chômage ne s'infléchit pas, elle va continuer à monter ses taux directeurs de manière très régulière, parce qu'elle a en tête probablement les épisodes précédents des années 80 avec Volcker, qui était quand même le grand combattant de l'inflation, qui a cru y arriver une première fois. L'inflation ayant baissé, il a lâché du lest. Il a relâché les efforts trop tôt. Exactement, et c'est reparti. Ouais. Donc ça, je pense qu'ils ont bien ce schéma-là en tête, et ils préféreront, malheureusement pour l'économie, avoir une récession plutôt que de lâcher trop vite et se retrouver à recommencer à monter les taux directeurs une deuxième fois, qui serait effectivement un peu dur. Donc là, je pense qu'on est vraiment... la situation est assez claire, et on va continuer à monter les taux directeurs, et il faut un taux de chômage qui s'infléchit, qui commence à monter, donc une crise économique quand même aux États-Unis. Bon, peut-être un mot également des résultats d'entreprise. Ça a été un marqueur de la semaine avec le coup d'envoi des premières publications. Donc, on n'a pas du tout une photo globale à ce stade. Mais Alain, qu'est-ce qui vous a marqué dans les publications qu'on a pu suivre aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, les grands messages que vous retenez? Il n'y a pas encore eu grand-chose. C'est les prochaines semaines qui vont être plus parlantes. Mais donc aujourd'hui, on a eu les banques aux États-Unis. Ouais. Facialement, pas si mauvais, mais ça ne résiste pas dès que le marché repart, comme on est en train de le voir. En Europe, il y a eu LVMH, qui témoigne quand même de la force du pricing power, bien qu'en Chine, ça soit un petit peu plus lent pour des raisons qu'on peut comprendre, ça va quand même très fort. Le dollar fort, ça profite aussi aux touristes américains qui viennent en Europe. Donc pour l'instant, des tendances qui restent très très fortes. Alors on peut argumenter que c'est un peu une niche parce que c'est les gens plutôt assez riches qui subissent beaucoup moins l'inflation aujourd'hui que les gens modestes, puisque en relatif, énergie ou alimentaire, ça pèse moins lourd dans leur budget. Après, c'est pas que des tickets à 10, 15, 20 000 euros non plus chez Louis Vuitton. Non, mais c'est quand même des petits tickets de consommation en masse. Oui, mais c'est quand même la classe moyenne supérieure au global. C'est plutôt les gens qui achètent des marques nationales. C'est des gens qui achètent des marques nationales qui ont vu une inflation à 7-8, et pas les gens qui achètent des premiers prix qui voient une inflation à 25. Ou qui vont plus souvent à la pompe, et pour qui tout se cumule aujourd'hui. Donc effectivement, tant mieux pour LVMH, mais ce n'est pas forcément un indicateur de l'économie globale. Non, moi ce qui m'a frappé, mais ça c'est pas des noms plus très connus, mais c'est que dans le monde des petites et moyennes valeurs, il y a quand même pas mal de sociétés qui ont sorti des résultats ou qui ont warné sur le fait que, bien que les ventes du premier semestre aient été bonnes, en fait, les marges ont été compliquées parce que les petits acteurs n'arrivent pas à répercuter immédiatement les prix, l'inflation dans les prix. Donc, on a une inflation dans les coûts qui est quand même qui fait mal sur pas mal de sociétés. Alors, ça ne pénalise pas leur perspective. Ils espèrent bien continuer leur chiffre d'affaires, etc. Et puis, ils vont finir par passer ça dans les prix. Oui. Mais on sent qu'entre les grosses boîtes qui avaient peut-être plus des contrats d'approvisionnement couverts, etc., et aussi une capacité à passer leur prix, il y a quand même les acteurs de petite et moyenne taille qui sont davantage pénalisés par l'inflation dans un premier temps. Moi, c'est ça qui m'a plutôt marqué. Et puis, le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le marché s'attend quand même à des perspectives un peu moins bonnes, mais quand elles sont vraiment moins bonnes, les sanctions sont plus fortes que d'habitude. Ouais. Alors, on a aussi des phénomènes de liquidité sur le marché. Les petites et moyennes valeurs sont plus sensibles parce qu'il y a eu des retraits, des rachats, mais en même temps, il y a un certain nombre de sociétés qui sont, et si on, même d'ailleurs globalement, le marché commence à être il y a un certain nombre de valeurs qui sont à des niveaux de valorisation très intéressants. Ouais. Le problème, c'est que tant qu'on est sur une dynamique de hausse des taux, tout le monde est tétanisé. On voit bien l'évolution des dernières 24 heures. Entre hier à 16h et aujourd'hui à 13h, le marché a pris 6%. Oui. Il a d'abord chuté, puis remonté de 6%. Oui. C'est extrêmement volatile. C'est très violent. Et en grande partie lié à l'évolution des taux d'intérêt, il faut le dire. Donc aujourd'hui, il y a une relation taux d'intérêt-marché qui, en gros, les gens ne regardent que ça. Ben, bien sûr. Et on peut dire aussi que comme il y a eu beaucoup de gens qui ont vendu le marché, il y a beaucoup de positions short, etc., en fait, le marché, il y a un certain nombre d'investisseurs qui guettent, désespérément, mais en tout cas qui guettent toute mesure possible qui serait positive. Par exemple, hier, l'inflation à 8,2
en publié ou 6,6 en corps, c'était a priori pas bon. Mais si on regarde les sous-composantes, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui se sont dit « Ah oui, mais alors là, on voit vraiment qu'en amont, la marée descendante arrive ». Et se sont convaincus que finalement, c'était peut-être le dernier mauvais chiffre. Je suis pas sûr. Et c'est peut-être ça qui a provoqué le rebond. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Et oui, donc, aujourd'hui, le ou c'est autre chose. Non, mais enfin, on voit que l'emploi reste... Je suis le premier à vouloir plaquer des narratifs sur les histoires de marché, parce qu'il faut bien raconter l'histoire. Mais c'est vrai que là, c'est tellement compliqué. Pareil, lundi, mardi, ça rebondit. Oui. Sur les 3 jours. Peut-être le chômage. Mais non, le chômage était bas, donc mauvais pour Monsieur Marché, puisque qui veut dire chômage qui ne monte pas, veut dire taux d'intérêt qui continue à monter. Et ça s'est à nouveau, ça a baissé. Donc tout ça fait que la situation est un peu délicate, mais effectivement, dès qu'on aura une vision, qu'on arrive dans la récession et que la hausse des taux longs est à peu près stabilisée, aujourd'hui, je pense que les niveaux de marché peuvent absorber 20% de baisse, de réduction des attentes pour les résultats de l'année prochaine. Maintenant, ah oui, c'est quand mon même. point de vue. Ah oui, on peut encaisser une révision à la baisse de 20% des perspectives bénéficiaires de 2000. Elles sont à zéro, grosso modo. Aujourd'hui, oui, légèrement positif. Oui, mais aujourd'hui, les multiples bon. sont très bas, mais sur des niveaux de résultats probablement trop hauts. D'accord. Et donc, ah oui, mais ça offre quand même une sacrée marge de sécurité. J'avais pas en tête que. C'est mon point de vue. Non, mais oui, mais voilà. Vous êtes là pour le partager, mon point de vue, Alain, bien sûr. À la différence près. À partir du moment où on pense que les taux, c'est fini. Ah oui, se stabilise. Oui. Le problème, c'est que pour l'instant, les taux, c'est pas fini. Oui. Et en même temps, la baisse des résultats, elle est à venir. Ouais. Donc pour l'instant, tout le monde est un peu sur la réserve. Alors maintenant, celles qui vont baisser et diviser par 2 leurs résultats, elles vont quand même souffrir. Oui. Le marché est prêt à encaisser quel type de baisse des bénéfices, selon vous, Benoît ? Effectivement, c'est difficile toujours à anticiper, parce que quand on regarde les niveaux de valorisation, notamment en Europe, on se dit c'est très raisonnable. Et au final, on est passé sous les 10. J'ai vu, je crois, le PE Forward du Stock 600 est passé sous les 10 à un moment. Anticiper des mauvaises nouvelles. Bah oui. A priori. Maintenant, il faut quand même rester prudent, parce qu'effectivement, on vient de le dire, il y a le facteur taux. Et on voit bien, dans tout ce qu'on vient de raconter, que ça n'est pas terminé. On parle de plus en plus d'une inflation qui reste à des niveaux élevés de manière durable. Que font les banques centrales dans ce cas-là ? Alors là, les valorisations, on peut les revoir. Et puis, il faut aussi regarder ce que font les États-Unis, le marché américain, parce que on raisonne souvent en valorisation en Europe en se rassurant, et malheureusement, on est entraîné par la baisse des marchés américains, quoi qu'il se passe, qui est quand même le marché directeur. Et là, il y a peut-être encore aussi des sensibilités à la baisse qui peuvent arriver et qu'on n'a pas encore vraiment vues. Donc il y a un niveau de valorisation qui est rassurant, c'est vrai, mais il y a des facteurs qui peuvent quand même nous entraîner un peu plus bas à court terme. Et d'où dans notre scénario, c'est qu'il y a encore peut-être des points bas qu'on n'a pas encore trouvés, qui peuvent nous amener un tout petit peu plus loin et qui sont peut-être un catalyseur à un moment donné, mais qu'on n'a peut-être pas encore vu. Ouais, ce qui est intéressant, à ce stade, on refait des points bas sur les indices actions, mais on sent que sur ces points bas, c'est ça. On craque pas encore. Il n'y a pas de relais à la baisse qui nous entraîne beaucoup plus bas encore. On n'a pas encore l'élément qui nous ferait dire qu'il y a un problème grave et qui enclenche les indices plus bas. Bon, mais on vient de parler tout à l'heure de contention anglais. Tout d'un coup, on nous donne une explication qu'on ne voit pas, on ne sait pas d'où elle sort. C'est typiquement ces éléments-là qui, à un moment donné sur les marchés, peuvent se dire mince, il y a quelque chose qu'on n'avait pas, un élément qu'on n'avait pas, et qui fait qu'on revoit le scénario à la baisse. Et là, ce serait peut-être le catalyseur qui permettrait de recréer un nouveau scénario un peu différent, une nouvelle allocation d'actifs. Juste sur les marchés, voir que les multiples ont baissé, mais en réalité, si on tient compte de la hausse des taux, ils n'ont pas tant baissé que ça. Notamment aux États-Unis, on est passé de 19 fois à 15 fois. Mais si on replugue la hausse des taux dans un DCF, etc., ils ont baissé, mais pas tant que ça. Donc si derrière, on a des fortes baisses d'attente de résultats, il faudra qu'on puisse déjà se projeter dans la reprise qui suit derrière. Donc il faut être prudent. Et le deuxième point, c'est que sur les taux, si on arrive en récession, normalement, on aura une désinflation plus visible et probablement des taux longs qui commenceraient à baisser. Mais il faut faire attention, l'interrogation qui demeure, c'est où va atterrir l'inflation. Parce que quand on a l'Allemagne qui nous dit plus 10 cette année et plus 7 l'année prochaine, on sent bien que 2,5, il va falloir qu'après ça descende. Parce que sinon, si la nouvelle norme c'est 3-4%, et au-delà de l'Ukraine, on peut se dire les gens ne veulent plus travailler, il y a la démographie, il y a la transition énergétique qui fait que l'énergie va coûter quand même durablement plus cher. Enfin, si on met tout ça, si on arrive à 3-4% d'inflation durable, peut-être que le 10 ans US, il va plutôt être à 5 et que le 10 ans européen, Bund ou OAT seront plutôt entre 3 et 4. Si c'est ça la nouvelle norme dans 18 mois, les multiples ont moins de potentiel de rebond.
Alexandre, justement, là, si on revient à l'idée de où va se stabiliser l'inflation et où vont se stabiliser les taux directeurs des banques centrales, l'idée du marché, c'est que le taux terminal de la Fed est toujours 4,25, 4,50, c'est ça? Oui, ça monte parfois à 4,75, c'est selon. D'accord. C'est une idée qui concentre quand même un degré de conviction important? Oui. Oui, d'accord. Aujourd'hui, c'est ce que le consensus voit. Ouais. Maintenant, il faut voir que aujourd'hui, le choix que semble faire la Fed, même si elle ne le dit pas comme ça, c'est de créer une récession. Ah si. Elle veut créer une récession. Oui. Bon, pour créer une récession, vous mettez vos taux directeurs quand même au moins au-dessus de l'inflation core. Ouais. Dont on parlait à 6,6% pour le mois de septembre. Voilà. Donc, on va dire qu'on prend celle dans un an, qui va tourner autour de 5, 5,5. C'est à partir de 5,5 que vous créez une récession aux États-Unis. Parce que la situation économique, dans cet environnement mondial, est trop bonne. Bien sûr. Il y a un marché au plein emploi. Même en termes d'export, les thèmes du moment, c'est quand même industriel, militaire, énergie. Pas trop mal pour les États-Unis. Donc la Fed, maintenant, doit y aller à fond. La seule chose qui peut l'arrêter avant, c'est une détente du marché de l'emploi, qui viendrait des perspectives, je ne sais pas, très mauvaises, des entreprises qui commencent à licencier, ou un risque systémique qui concerne de près ou qui se situe aux États-Unis. J'entends. Voilà. Un petit craquement, un vrai gros risque systémique. Oui. C'est-à-dire que les craquements, ils sont prêts à les assumer. Ah oui, ils sont prêts à les assumer. Oui. Non, un vrai gros risque systémique, un 2000, un 2008, Oui, c'est ce ça. que vous voulez. Oui. Et si jamais on va effectivement vers la création d'une récession, on peut se douter qu'il y a une autre patte de baisse à attendre sur le marché. Néanmoins, c'est quand même une question de timing, parce que l'exercice qu'on est en train de faire est quand même très difficile. Bah oui. On a l'impression qu'on est dans une phase de fine-tuning, en fait, d'une certaine manière. On se projette, mais quand je parle de créer une récession, je parle déjà de fin 2023. Là, d'ici à la fin de l'année, il nous reste 2 publications d'inflation de réunion de la Fed. Les 2 prochaines publications d'inflation, pour répondre à votre question sur l'inflation, est-ce qu'elle va se stabiliser? Il faut quand même savoir qu'on a des effets de base qui deviennent maintenant plutôt favorables à un tassement de l'inflation. Si elle a un discours qui reste le même, la Fed, normalement, le marché a encaissé. Donc, on ne devrait pas avoir cette patte de baisse très forte dans les quelques semaines qui viennent. Oui, le marché est préparé à ce que sur les 2 prochaines réunions au moins, le discours ne change pas, la stratégie soit la même, et il en faudra plus que quelques chiffres de détente ou sur le marché du travail ou sur l'inflation pour que la Fed change de tonalité. Complètement. Alain, non, vous vouliez une réaction Après, c'est les baisses de résultats des entreprises qui vont prendre le relais. Mais après, c'est à quelle vie. Le problème, en fait, c'est que si jamais les entreprises commencent à réviser fortement, mais que l'inflation, pour un certain nombre de raisons, perdure parce qu'elle arrive avec, finalement, notamment les prix à la consommation, ça arrive avec pas mal de retard par rapport... ça fait quand même depuis le mois de juin qu'on peut observer que les prix du fret maritime, même le pétrole, en amont, ça baisse. Et pour autant, le PPI en Allemagne, en août, il a encore atteint des niveaux incroyables, à plus 40. Et même mercredi, le PPI américain, même cet indicateur qui est a priori beaucoup plus en amont que la consommation, prêt à la production. Il continuait encore à monter un peu. Donc le problème, c'est que pour qu'on arrive... Les effets d'inertie. Pour la Banque centrale... C'est surtout les prix à la consommation qui importent, parce que c'est ceux que le consommateur et le salarié voient. Donc c'est aussi ça qui alimente les négociations salariales. Et je crains que l'effet de vague fait finalement, l'économie pourra déjà avoir fortement commencé à ralentir, alors que l'inflation telle que perçue sur bien sûr, sera encore retardée. Et c'est entre les deux qu'on pourra avoir un moment un peu compliqué au niveau marché. Bon, justement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un peu trop tôt pour les actions, c'est ce que je comprends, discours vous portiez, Benoît. On peut toujours avoir le petit mouvement de fin d'année, le petit raid de fin d'année qui fait plaisir à tout le monde, mais il ne sera pas, à notre sens, significatif. Et c'est vrai qu'à court terme, il y a une certaine prudence sur la partie action. De manière globale,
plutôt avoir des liquidités, c'est-à-dire qu'on revient dans des marchés monétaires où les taux sont positifs. Ah oui. Ça faisait longtemps. Donc avoir une poche de cash un peu plus importante que d'habitude, on peut le faire maintenant. Donc il faut peut-être utiliser cette possibilité-là. Et à notre sens, le premier moteur de performance qu'on pourra avoir à un moment donné, ça sera la partie obligataire. C'est-à-dire que généralement, traditionnellement, ce qui se passe, c'est quand on rentre vraiment en récession, là, on arrive au top des taux sur les marchés obligataires et il y a un moment donné où ça soulage les marchés obligataires qui sont quand même traditionnellement dans une logique de placement refuge. On retrouve ce phénomène-là. Et donc, on est plutôt dans cette idée de dire on peut revenir sur les marchés obligataires très progressivement. On n'a pas encore ce signal-là, mais on peut commencer à le faire parce que on retrouve des rendements sur les obligations de très bonne qualité, des rendements supérieurs à 4. On retrouve des obligations d'État, la zone euro, avec des rendements. La France a fait sur le 10 ans, a fait 3. C'est des rendements qu'on n'avait plus vus depuis des dizaines d'années. Donc ces choses-là, on peut commencer à les construire en se donnant un peu de temps, parce que, on le dit tout à l'heure, on ne sait pas exactement jusqu'où vont les taux, avec toujours cette prudence, parce qu'on voit bien qu'il y a encore énormément d'incertitudes. Mais déjà, à ces niveaux de taux, vous dites, oui, ça donne un peu de marge, même si le mouvement de hausse de taux se poursuit encore un petit peu. Oui, ça donne un peu de marge, parce qu'il y a ce sentiment qu'on va rentrer en récession, et qu'à un moment donné, la rentrée en récession en zone euro aux États-Unis, elle soulage quand même les marchés obligataires qui, eux, là, retrouvent leur rôle de placement refuge et on voit les rendements rebaisser un peu. Donc là, il y a un petit quelque chose à jouer en termes de performance qui peut être assez intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse là dans l'univers d'investissement aujourd'hui ? Oui, Alain. C'est que, en théorie, on commence par les emprunts souverains, puis par le corporate, les obligations d'entreprise investment grade, et enfin le high yield, parce que les obligations high yield, elles vont plutôt se comporter comme des actions au début, parce que si l'activité se détériore, les rendements seront très élevés, mais la prime de risque va augmenter. Donc ça, c'est évidemment le schéma théorique. En Europe, on n'a peut-être pas envie dans ce cas-là d'aller trop sur les obligations italiennes, même s'ils ont un meilleur rendement, parce que sauf si la BCE les aide vraiment, il y a quand même un facteur de risque qui est plus important. Donc là, il faut être aussi sélectif. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, sur les actions, il faut être assez prudent dans un premier temps. Ouais. Alexandre ? Effectivement, je suis d'accord avec Tout le monde est d'accord dans le sens où je profite du cash positif. Je pense que ça s'est entendu dans mon discours. Oui, alors après, ça protège pas de l'inflation aujourd'hui quand même, non, le rendement du monétaire. Mais oui, on voit un chiffre plus, c'est déjà bien. C'est ça. Ensuite, je pense qu'effectivement, c'est pas le point d'entrée d'une vie, mais de commencer à re-rentrer sur le crédit de bonne qualité me paraît intéressant. Je pense que ça trouve aujourd'hui preneur, ça trouve des acheteurs, ce qui n'est pas forcément le cas sur les taux souverains au moment d'un quantitative tightening aux États-Unis qui est là et pour la BCE à venir. Il va falloir trouver des acheteurs naturels de la dette souveraine. 400 milliards de nouvelles dettes à placer l'an prochain en Europe. Voilà. Net supply, c'est ça pour l'instant. Oui, ça peut augmenter. Oui. Donc c'est historique. Là, cette année, on a placé 100, 120, 125 milliards nets des achats et des rachats de la Banque Centrale Européenne. Non, mais c'est un record. Donc la dette souveraine, je ferai attention. Et sur les actions, si je devais être acheteur de certaines actions ou de certains secteurs, j'irais plutôt sur des choses quand même très défensives. Typiquement consommation de base, qui montrent des publications, des perspectives, jusque-là, même celles qui sont passées, qui sont plutôt de bonne facture sans être brillantes. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est plutôt de la visibilité. Alors, à court terme, s'il y a un rallye de marché baissier, ce qui semble à peu près se dessiner... c'est peut-être pas ce qui rebondira le plus, bien sûr. Dans des marchés chahutés comme ça, je pense qu'en action, c'est la meilleure chose à faire. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir au terme d'une semaine encore historique avec des mouvements de marché spectaculaires. Alain Dubreuil était avec nous ce soir, directeur de la gestion de Claresco. Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore Asset Management, et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management.
C'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation. Nous parlons de l'innovation et des fintech, même plus précisément à l'occasion des trophées de l'innovation organisés par la Banque Postale Asset Management et sa filiale, une de ses filiales de gestion d'actifs spécialisée dans les small caps, Tocqueville Finance. La cérémonie se déroulera le 20 octobre prochain. Bismart est partenaire de cet événement. 4 lauréats seront primés le 20 octobre prochain dans le secteur de la fintech française. Et nous parlions évidemment de ces trophées de l'innovation avec la présidente du directoire de la Banque Postale Asset Management, Emmanuel Mouret, et Michel Saunier, directeur des investissements de Tocqueville Finance, qui était avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse pour nous expliquer la genèse de ces trophées et les enjeux stratégiques pour des sociétés de gestion d'actifs aujourd'hui, de rester au contact et d'être même plus que jamais au contact de l'écosystème FinTech. Écoutez à ce sujet donc Emmanuel Mouret, la Banque Postale AM, et Michel Saunier, Tocqueville Finance. Avant de vous parler de la genèse, je vais vous dire quelques mots sur qui nous sommes, ça vous expliquera la genèse. Donc LBPAM et Tocqueville Finance, c'est un gérant d'actifs, c'est 55 milliards d'encours sous gestion, dont 20 milliards sur les marchés actions. Ça veut dire que notre job, c'est d'identifier les champions de demain. LBPAM, c'est aussi un acteur qui est très innovant dans tous les secteurs de la tech. On investit sur des thèmes Francis Bach, les fonds Tibi ou la santé, qui promeuvent la souveraineté. Mais on appartient aussi à la Banque Postale et aux grands pôles financiers publics. Et ça, c'est un ADN actionnarial important autour de 3 thèmes. Le premier, c'est la mise en avant des territoires. Le deuxième, c'est la mission d'accompagnement du développement des entreprises en France. Et le troisième, c'est la recherche constante d'innovation sur toute la chaîne. Et puis, j'ajoute à ça le fait qu'LBPAM est un acteur très engagé, puisque nous, de façon ambitieuse et exigeante, on s'est dit qu'on serait 100% ISR. Donc du coup, pour en venir au FinTech, on a besoin d'un écosystème qui nous aide à gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé les trophées de l'innovation. Ouais. Stratégiquement, qu'est-ce qui vous intéresse dans le secteur de la FinTech en particulier, puisque c'est bien ce secteur-là que vous voulez mettre en lumière à l'occasion de cette première édition, Emmanuel Mouret. Et notamment quand on est une société de gestion d'actifs, filiale, comme vous l'avez dit, d'un groupe bancaire, j'imagine qu'on a des intérêts stratégiques importants à regarder, à comprendre et à travailler avec ce secteur de la FinTech. Oui, tout à fait. Alors, si je parle des secteurs qui nous importent, mais qui importent à toute l'industrie de l'asset management, je crois au sens large, je peux vous en identifier 3. Quand on est un acteur ISR comme nous, on a un sujet, c'est la data extra-financière. Et là, sur la data extra-financière, on parle d'une data qui est non structurée, qui n'est pas homogène, et il n'y a pas un seul fournisseur de données qui est capable de nous la pousser. Et c'est certain que les fintech, avec des algorithmes sémantiques de compréhension du langage naturel, ça vient à notre secours. Et en l'occurrence, on travaille déjà beaucoup avec elles. Donc ça, la data, c'est un premier sujet. L'accès à la donnée, déjà. L'accès à la donnée, la structuration de la donnée, la capacité à l'injecter avec d'autres fournisseurs de données dans des outils quantitatifs qui nous permettent, nous, de scorer les 10 000 émetteurs qu'on a dans nos bases de données. Donc c'est vraiment un enjeu, la data essentielle. Le deuxième, pour notre métier, je crois que c'est la digitalisation. Alors, moi, j'adore mon industrie, je suis une grande défenseur de l'industrie, mais franchement, force est de constater que le parcours client digital est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut trouver dans d'autres industries. Et en plus, c'est un problème pour nous, parce que la matière qu'on traite, elle est complexe, elle est aride, c'est la finance, c'est la gestion d'actifs, c'est la finance durable. Et les fintech, elles vont nous aider à démocratiser, elles vont nous aider à expliquer avec de la gamification, avec des apps attractives. Et moi, je compte sur les fintech pour cet exercice. Oui, il y a un enjeu d'éducation même derrière la technologie et la digitalisation. D'éducation, et ça passe par l'attractivité. Le sujet est aride, donc il faut que les personnes aient envie de le comprendre. Ouais. Et pour ça, il faut qu'on les aide un peu. Et les fintech, elles sont là pour ça, vraiment. En tout cas, je compte sur elles. Comment est-ce que vous collaborez avec cet écosystème, Emmanuel ? Vous avez envie de laisser les fintech faire leur travail et venir collaborer avec elles, j'allais dire, de manière gagnante-gagnante. Vous avez envie de les avoir chez vous, à l'intérieur, d'être un acheteur naturel de fintech et de les intégrer dans la culture de l'entreprise LBPAM ?
Je crois que c'est un peu des deux. Par certains côtés, on est déjà une fintech. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà intégré des processus qui nous viennent de fintech dans nos process de gestion quotidien. Donc ça a été fait, par exemple, précisément sur la data extra-financière. C'est une fintech qui nous aide à intégrer les datas de 12 fournisseurs de données différentes, c'est de la data non structurée, pour que ça arrive dans cet outil de notation. Donc ça, c'est déjà nativement au sein de l'entreprise. Mais au-delà de ça, on est aussi un investisseur et un partenaire potentiel avec des fintechs à l'extérieur. Donc là, je crois que tous les modèles sont possibles. Ouais. Et vous êtes un acquéreur naturel pour ces sociétés-là Alors, on est un acquéreur naturel parce qu'on a vocation à le faire à travers l'activité de private equity qu'on lance, mais je dirais que dans tout le groupe, on est un acquéreur très important. Enfin, la Banque Postale a un incubateur, donc on incube, on finance, qui s'appelle Plateforme 58. On a un fonds qui investit dans des startups assurtech, fintech, qui s'appelle 115K. La Poste est un investisseur historique dans toutes les nouvelles technologies. Je ne vous parle pas de BPI, de CNP. Enfin, vraiment, on a un écosystème super innovant et potentiellement acheteur et en recherche de partenariat. Ouais. Sur le plan de l'investissement, justement, Michel, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Alors, c'est Emmanuel Mourel racontait bien, vous êtes présent sur les différents segments tech depuis déjà quelques temps, biotech, la tech en général, et la fintech, d'une certaine manière, vient compléter ou en tout cas s'intègre parfaitement dans cette expertise technologique que vous déployez déjà depuis plusieurs années. Oui, c'est vrai que c'est un peu notre passé, notre présent et notre avenir. Le passé, on l'a mentionné, l'ADN de notre groupe, la Banque Postale, et puis aussi celui de Tocqueville, qui est un acteur historique sur les micro-capitalisations, les petites capitalisations. Notre présent, parce qu'en fait, comme vous le dites, on a développé des participations à des initiatives, que ce soit l'initiative dite TIBI, la volonté de constituer un socle de capitaux permanents à Paris, et c'est pas encore gagné. La volonté d'accompagner aussi le lancement de fonds de relance, qui sont des labels d'État. Donc ça, on le fait au niveau des micro-caps, mais aussi au niveau du domaine de la santé, notamment la medtech et la biotech. Et c'est vrai que le dernier segment, la dernière frontière pour nous, c'était ces fameuses fintech. D'autant plus qu'on se rend compte qu'en bourse, elles ont beaucoup de mal. C'est un peu à l'image de ce qui se passe sur la technologie et de toutes ces sociétés, tous ces segments que j'ai mentionnés. Combiner technologie et petite taille de capitalisation en France ou en Europe, à un moment où l'économie est heurtée, avec des hausses de taux fortes, c'est pour nous le bon moment aussi de venir en soutien et de faire un peu de promotion pour ce type de business. Ouais. Pourquoi on n'y est pas encore ? Vous disiez là l'initiative TIBI, donc l'idée de favoriser l'investissement dans la tech, et la tech européenne, la tech française notamment. Ouais. Pourquoi est-ce que on n'y est pas encore ? Je ne parle pas de rendez-vous manqué, le rendez-vous il est encore sans doute à venir, mais pourquoi on n'y est pas encore ? Il y a un double phénomène. Le premier, c'est encore une fois la base d'investisseurs qui n'est pas assez solide. Si on regarde l'économie française, c'est 2500 milliards d'euros à peu près, dont 10% est représenté par les PME. Si on regarde en bourse, la capitalisation du CAC Small, c'est 16 milliards. Et si on regarde la taille de ce qu'on appelle PEA-PME, c'est 5 milliards d'euros. Donc 5 milliards d'euros, 2500 milliards d'euros. Les PME, c'est combien de l'économie française ? C'est 10% du PIB, mais c'est 50% des emplois. Ouais. Donc on ne va pas me dire qu'il n'y a pas des choses à faire dans cet écosystème-là. Et le souci, c'est que justement, et on le voit à chaque fois, ces segments, que ce soit medtech, biotech, high-tech, green-tech ou dernièrement la fintech, en bourse, elle est complètement ballottée par des flux qui sont des flux très court-termistes, qui ne sont pas fondamentaux la plupart du temps et qui ne sont pas suffisants pour structurer une base de capitaux permanents. Et nous, on est là pour essayer de dire... On essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, on essaye d'accompagner les sociétés, comme le disait Emmanuel, depuis leur toute petite enfance. Alors ce qui est génial, c'est une exception, c'est quand on arrive à les accompagner depuis le début jusqu'au CAC 40, on l'a fait avec Téléperformance, mais les fintech aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement resserré en termes d'exposition en bourse. Et il n'y a pas de raison que l'exemple, alors Téléperformance qui est l'exemple parfait, il n'y a pas de raison que ça reste un cas exceptionnel ou quelques cas exceptionnels. Parce que le problème de la taille quand même, quand on veut aller sur le marché boursier, c'est important. La bourse n'est peut-être pas faite pour toutes les entreprises d'une certaine manière. Mais, d'accord. Il y a l'histoire que je viens de mentionner des investisseurs, mais aussi côté des sociétés. Ouais. Les entreprises, elles doivent acquérir aussi leur propre culture. Une culture boursière, sur la façon de communiquer aux entreprises.
aux banques, aux investisseurs. Et c'est quelque chose qu'on a aux États-Unis, qu'on a un peu en Angleterre, mais qui est très absente du panorama européen. Apprendre à dire les choses, à préparer les investisseurs à des annonces boursières, ça c'est quelque chose sur lesquels aussi on essaie de s'engager pour essayer de les éduquer, au moins les former sur ce genre d'exercice. Et juste, alors sans dévoiler évidemment, la cérémonie se déroule le 20 octobre et donc les trophées seront révélés à ce moment-là et je rappelle que les candidats viendront tous la semaine suivante dans Smart Bourse pour nous expliquer leurs ambitions. Mais le jury a déjà délibéré. Vous avez trouvé que les jeunes qui sont venus pitcher devant vous, Emmanuel Mouret, ils sont à la hauteur de ce que vous attendez, vous, en tant qu'investisseur, notamment ? Non, je vais le dire différemment. On a été bluffés. 700 fintech avaient été identifiés. 60 ont rempli un dossier hyper complet. Franchement, il fallait vouloir participer à ce trophée et gagner pour remplir le dossier. 20 ont été présélectionnés, 11 ont été interviewés. Et objectivement, ça a été compliqué. Les débats ne sont pas simples. Il y a un niveau de qualité sur ces fintech qui est vraiment remarquable. Enfin, je ne peux pas et je ne souhaite pas vous dévoiler trop, mais rendez-vous le 20 octobre, vous ne serez pas déçus. Et ils savent parler aux investisseurs Pas encore. Pas encore. Il va falloir. D'accord. Non mais après, Oui. ne nous méprenons pas non plus. C'est un peu comme notre discussion sur la transition énergétique. C'est exactement la même chose. Si on veut créer un écosystème français, c'est aussi une dimension politique qu'il faut avoir. Et quand on voit que l'État, pour pas le citer, je ne peux pas faire de polémique, préfère donner des contrats à Google et aux autres GAFA plutôt qu'à OVH, typiquement sur la souveraineté de la donnée, c'est un peu dommage. Donc l'idée, c'est quand même de promouvoir, de faciliter l'émergence de nouveaux Dassault-Systèmes, mais malheureusement, on en est loin, et donc on essaye à notre niveau d'y contribuer. Et vous dites effectivement, c'est intéressant parce que j'ai l'impression quand même que la dimension de souveraineté qui vient se plaquer sur différents enjeux, la question énergétique immédiate, mais également la question technologique, ça pousse quand même l'écosystème à se mettre en ordre de bataille, les efforts se démultiplient, y compris du côté des investisseurs, où on comprend qu'il faut être capable aussi d'accueillir peut-être en bourse ces sociétés-là aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on essaye. On essaye de déployer des capitaux sur tous ces segments qui participent à la transition sociale en réalité, puisque c'est pas que l'énergie, c'est des comportements, c'est des habitudes, et c'est une optimisation aussi des process, pour ce qui est de notre métier. On essaye de le faire, mais encore une fois, il faut un alignement des intérêts de tous les acteurs et une volonté commune pour que ça fonctionne. Il manque, Emmanuel, un exemple marquant de réussite boursière d'une grande valeur technologique française. Évidemment, OVH est un grand groupe, mais sur le plan boursier, voilà, le track record n'est pas encore suffisant, j'imagine, pour un certain nombre d'investisseurs pour se dire, oui, allez, je mets une stratégie là-dessus, je lance un fonds là-dessus, etc. Non, mais tout à fait, et c'est un de nos enjeux. Ces trophées de l'innovation, en fait, c'est aussi une façon de les mettre en avant. C'est de montrer qu'on a des futures licornes, on a des entreprises qui sont... elles sont déjà là, même, les licornes. Elles sont déjà là. Mais elles ne sont pas en bourse. Mais je pense que la place est en train de se structurer pour offrir un écosystème qui nous permet de les incuber, entre guillemets, du plus jeune âge jusqu'à leur offrir un tremplin en bourse. Et ensuite, on prend le relais du côté des actions cotées. Et je crois que tant qu'on est capable en France d'offrir ça, ou en Europe, parce que tout ça, ça reste l'Europe, la souveraineté, je pense qu'elle est aussi européenne, je pense qu'on a une vraie carte à jouer et une place en France qui est en train de se mettre en mouvement là-dessus. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Emmanuel Mouret, la présidente du directoire de la Banque Postale Asset Management, et Michel Saunier, directeur des investissements de Tocqueville Finance, qui organise donc le 20 octobre prochain ces trophées de l'innovation, et 4 lauréats seront récompensés dans le secteur de la FinTech française. Nous les recevrons dans Smart Bourse à partir du 25 octobre dans le quart d'heure thématique de l'émission que vous retrouverez évidemment en replay sur bismart.fr. Voilà pour cette dernière édition de la semaine. Très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart TV. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.